Reportage sur la guerre d'Algérie, c'est tout de suite sur Partez.tv. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre grand reportage. Aujourd'hui, à travers des documents d'archives, des interviews d'experts, ainsi qu'un témoignage exclusif, nous allons vous présenter la guerre d'Algérie. Remettons-nous dans le contexte. À partir de 1955, avec la conférence de Bandung, la volonté de devenir indépendant des pays du tiers-monde émerge. On fait alors face à un processus de décolonisation partout dans le monde. La France perd de nombreux territoires et colonies qu'elle avait sous sa domination, que ce soit pendant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, mais aussi l'indépendance négociée avec le Maroc et la Tunisie en mars 1956. L'Algérie reste donc l'un des seuls grands territoires français colonisés à ne pas avoir obtenu l'indépendance. Cependant, le gouvernement français ne souhaite pas abandonner l'Algérie, car l'Algérie, c'est la France, et que la France perdrait un client majeur pour l'économie du pays, ce qui risquerait d'entraîner une crise et du chômage en France. Les tensions politiques entre colons et colonisés, qui existaient déjà depuis le début de la décolonisation, sont alors de plus en plus vives et de plus en plus fortes. Dès 1954, la guerre d'Algérie éclate. Cette guerre d'indépendance va débuter en 1954 par le soulèvement du FLN, Front de Libération Nationale. Ce soulèvement vise à libérer l'Algérie des colons français et créer une Algérie libre et souveraine de son territoire sous le respect des libertés fondamentales, sans distinction d'origine et de confession. La guerre est due à une montée du nationalisme en Algérie pour contrer le colonialisme couplé au manque de liberté accordé à l'Algérie par la France, qui occupe alors le pays. De plus, les inégalités entre les Algériens et les Pieds-Noirs sont des facteurs de plus dans le déclenchement de cette guerre. Tout cela va donc entraîner la colère d'Algériens qui vont fonder le FLN et revendiquer 70 attentats meurtriers pendant la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954. C'est la Toussaint Rouge. Ces événements vont amplifier le conflit en entraînant le massacre de centaines de Pieds-Noirs par des Algériens nationalistes. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, affirme à l'Assemblée nationale en 1954 « Il se trouve que l'Algérie c'est la France, parce qu'il se trouve que les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. Des Flandres jusqu'au Congo, s'il y a quelques différences dans l'application de nos lois, partout la loi s'impose et cette loi est la loi française. » Le 24 novembre 1954, il prône donc le recours à la force et répond à ces rébellions par l'envoi de plus de 400 000 soldats pour établir l'ordre et faire appliquer la loi. Parmi ces soldats, des jeunes Français effectuant leur service militaire obligatoire sont également déployés partout en Algérie et participent donc directement au conflit, ce qui révolte l'opinion française. La guerre d'Algérie consiste en des attaques le plus souvent isolées les unes des autres de la part des deux camps. Les Algériens vont chercher à déstabiliser l'armée française en perpétrant des attentats sur des civils pieds-noirs et des attaques sur les troupes et équipements français, notamment avec des embuscades. Les Français vont quant à eux tenter de débusquer les membres de l'armée de libération nationale algérienne en effectuant des patrouilles et vont agir pour contrer le FLN en combattant face à ces soldats. La guerre d'Algérie n'est donc pas une guerre traditionnelle, cette guerre était plutôt une guérilla car l'armée française luttait contre un adversaire qualifié de terroriste et non de soldat. Durant cette guerre, la France a déployé un fort engagement militaire avec l'envoi de troupes. 1 500 000 soldats au total et d'équipements modernes depuis la métropole a été envoyé. À partir de 1957, l'armée française va aussi bloquer la frontière tunisienne avec la ligne Maurice pour empêcher les infiltrations des groupes de l'ALN qui ont des caches d'armes en Tunisie et au Maroc. Ils vont aussi tenter de gagner la confiance de la population algérienne. La France va également réquisitionner les hommes effectuant leur service militaire. Ceux-ci que l'on nommait les appelés du contingent étaient formés en France, puis envoyés en Algérie. L'armée française va aussi obtenir le soutien des Harkis, des Algériens favorables à la colonisation. Du côté algérien, l'équipement est plus rudimentaire mais les combattants sont motivés et prêts à tout pour obtenir l'indépendance de leur pays.
Pour mieux se rendre compte de la réalité de la vie menée par les Français déployés pendant la guerre, nous sommes allés à la rencontre de René. Il a été réquisitionné pour partir au front dans le cadre de son service militaire. Il nous raconte aujourd'hui son histoire dans une interview. René Maisonnette, rentré à 20 ans dans le service le 21-12-55 pour faire mes classes. Envoyé en Tunisie le 21 avril 56 sur Kala Djerda au 360e Mairie. Affecté à la 9e compagnie et dirigé sur Roya pour faire le peloton, pour monter en grade. Ensuite, dirigé à El Azred, muté à la 6e compagnie à El Oubira, à la frontière tunisienne-algérienne. Tombé en embuscade le 17-7-56 au Kanguet El Mouad. Ensuite, hôpital de Constantine et en repos à Bugeaud. Et retour à la compagnie à Kasserine. Il acquis le 4 janvier 58. C'était la fin de notre passage en Algérie. C'est la fin de n'importe quel militaire au bout de son temps. Les soldats algériens comme René vivaient dans de grandes tentes, qu'ils nommaient des guitounes. Ils se déplaçaient en camion, la plupart du temps des GMC. Ils passaient l'essentiel de leur journée à patrouiller pour débusquer les membres de l'armée de libération nationale, qu'on nommait l'ALN. René a beaucoup patrouillé en Tunisie près de la frontière. Il marchait beaucoup, de jour comme de nuit, et parfois dans de dures conditions. Ah bah qu'une fois qu'on est couché dans la nature, tu vois, une fois sur 2 ans. C'est carrément dans la nature, hein, on est perdu. Hein. On n'a pas pu revenir chercher les camions. Bah là, c'est la même. Ce machin, il a été acheté des chevreaux et puis on a fait cuire les machins. On a foutu un feu là. Mais on n'avait rien à boire, on n'avait pas rien à boire, là, c'était dur. Là. Durant les patrouilles, les confrontations entre Algériens et Français étaient monnaie courante et donnaient lieu à des combats rapprochés d'une grande violence. Parce qu'il avait fait la guerre, il y avait des trous dans la terre, ils étaient couverts. Et ils mettaient du blé, ils mettaient des machins, tout ça, je ne sais pas comment pour faire. Et un jour, tous les deux, d'abord ils ont eu 2 ou 3 citations après. Et ben ils ont ouvert le machin et cac, ça a tiré tout de suite sur les oreilles. Il m'a dit aujourd'hui j'ai échappé belle. C'était comme ça. Après, ils avaient des grenades, ils foutaient des grenades dans les trous, et puis c'était tout. Les combats ont également fait énormément de morts. Ils ont tué sans fait la guerre, là, je ne sais pas combien. C'était vraiment dur, là. Hein. Il y avait tous les régiments qui étaient là. Hein. Ils étaient nombreux comme militaires. Hein. Mais je crois qu'ils ont fait une centaine de morts du côté fait la guerre. René va tomber dans une embuscade en septembre 1956, alors qu'il se déplace en camion pour revenir d'un ravitaillement. Les soldats de l'ALN vont attaquer par surprise sur le trajet du retour. René sera le seul survivant avec le chauffeur du camion dans cette attaque qui aura fait 8 morts. Là-bas en Algérie, parmi les différents corps d'armée déployés, il en existe un particulièrement efficace et redouté. Les parachutes, ils arrivaient quand on se trouvait en tenaille avec les autres, avec les Félaga, par exemple. Tu trouvais les Félaga avec nous, s'il y avait trop de machins, ils appelaient les avions qui venaient, ou les paras qui venaient en secousse, tu comprends? C'est tout. C'est le secours. Bah ouais. C'était nous qu'on dérouillait, c'était les machins qui avaient la palme parce qu'ils avaient gagné. C'était les maîtres. Cette guerre a été le théâtre d'événements horribles, notamment à cause de la pratique de la torture par les parachutistes sur les populations algériennes. Ils étaient autorisés à pratiquer cette torture. Il y a aussi eu de vastes opérations de ratissage parmi les populations. On peut notamment citer le massacre de Beni Oudjian en 1956, qui a coûté la vie à 79 civils tués par un régiment de chasseurs à pied, mais aussi la bataille d'Alger qui fut particulièrement sanglante, avec la mort de 1000 à 3000 Algériens et 300 soldats français. Les 4000 parachutistes dirigés par le général Massu ont aussi beaucoup utilisé la torture pour obtenir des renseignements, comme sur Maurice Audin, un anticolonialiste français torturé et tué par des parachutistes en 1957. De nombreuses accusations de viol pendant la guerre planent aussi autour des soldats français. On voit donc que dans les deux camps, on était prêt à tout pour l'Algérie.
Les Algériens étaient prêts à y laisser leur vie. René nous témoigne qu'ils étaient fous et prêts à tout. De l'autre côté, c'est surtout un désir de revanche et de vengeance que portaient les Français, souhaitant honorer leurs camarades tombés au combat. La plupart étaient des appelés n'ayant rien demandé. Quand je suis tombé dans la buscade, et je suis du Cantal, il me disait, mais on vous vengera, il m'a dit. Et c'était parti dans leur tête. C'est ça. Le bilan des morts pendant la guerre est complexe à évaluer, mais on estime que 24 000 soldats français, dont la moitié étaient des appelés, et 250 à 430 000 Algériens ont perdu la vie. Les forces armées françaises ont été soutenues par des combattants algériens, partisans de l'Algérie française, qui ont combattu à leur côté. On nomme ces hommes les harkis. Mais que se passait-il à l'arrière, et plus précisément en France? Comment le général de Gaulle est-il arrivé au pouvoir, et comment a-t-il réussi à redresser le pays? En fait, depuis le début de la guerre, le régime en place, c'est-à-dire le régime de la 4e République, à ce moment-là, il est à l'agonie. On ne peut pas se permettre de continuer avec un régime pareil. Il est beaucoup trop instable, les gouvernements n'en finissent plus de se succéder, et rares sont ceux qui durent plus de 6 mois. Surtout qu'en Algérie, à ce moment-là, on a le soulèvement du 13 mai 1958 à Alger. Donc Pierre Pfimlin, qui est favorable au dialogue avec le FLN, va provoquer le mécontentement des partisans de l'Algérie. Les manifestants descendent dans les rues, dénoncent les exactions du FLN et rejettent un nouveau gouvernement à Paris. L'armée, quant à elle, fraternise avec les manifestants et tous deux créent ce qu'on appelle un comité de salut public. Mais alors, tandis que les manifestants grondent dans les rues et que Paris redoute un soulèvement, les gaullistes, eux, ils font acclamer le général de Gaulle depuis Alger et demandent son retour au pouvoir à Paris. Alors, faisant face à la pression populaire, mais aussi face à la menace d'une insurrection, le Parlement est obligé de céder et c'est ce qu'il fait fin mai 1958. De Gaulle, après 12 ans de retraite politique, est investi président du Conseil avec les pleins pouvoirs. Mais il a une tâche importante à accomplir. Ses buts principaux pour redresser le pays vont être donc tout d'abord de préparer une nouvelle constitution pour la 5e République. Donc il instaure un régime semi-présidentiel dans lequel il est l'homme fort en quelque sorte. Mais surtout, il faut qu'il règle la question algérienne. Et pour ça, il a une idée quelque peu inattendue et qui va provoquer la colère de certains. Il va simplement s'adresser directement aux Algériens pour négocier. Le 16 septembre 1959, lors d'un discours radio-télévisé, le général de Gaulle s'adresse ouvertement aux Algériens pour négocier. Il leur propose 3 possibilités pour diriger le pays. Soit les Algériens choisissent la sécession, c'est-à-dire l'indépendance totale, et dans ce cas, la France quittera définitivement l'Algérie. La deuxième solution est la francisation. L'Algérie sera reconnue comme une colonie entièrement française et sera dirigée à plein pouvoir par le gouvernement français. La troisième et dernière possibilité est la mise en place d'un entre-deux. Le pays sera alors dirigé à la fois par les Français et les Algériens. Les partisans de l'Algérie française sont fortement déçus que le général de Gaulle engage des négociations avec le FNL, lui qui semblait pourtant très favorable à une Algérie française. En signe de représailles, et surtout pour montrer leur mécontentement, certains groupes, et en particulier l'organisation de l'armée secrète, n'hésitent pas à organiser des attentats et actions terroristes en Algérie comme en métropole. Malgré les violentes critiques, le gouvernement ne change pas d'avis et signe les accords d'Évian le 18 mars 1962. Ces accords historiques vont mettre un terme au combat, accordant un cessez-le-feu dès le lendemain. Par ailleurs, ce texte prévoit un référendum d'autodétermination. Ainsi, le 1er juillet 1962, le peuple algérien vote pour l'indépendance totale à plus de 99%. L'indépendance est proclamée officiellement le 5 juillet à Alger. C'est la fin d'un conflit qui aura duré presque 9 ans.
Depuis la fin de la guerre, il n'existe pas de mémoire collective de ce conflit. La mémoire est donc portée par plusieurs groupes de personnes. Chaque groupe a donc sa propre vision de la guerre et va les raconter sa propre histoire. Harkis, pieds noirs ou parachutistes. On a donc pu observer plusieurs cycles mémoriels de la guerre d'Algérie. Tout d'abord, une phase d'amnésie qui va durer de la fin de la guerre, en 1962, jusqu'en 1968, pendant laquelle les événements de la guerre d'Algérie seront oubliés. C'est ensuite, en 1980 jusqu'en 1990, que va avoir lieu une phase d'anamnèse où chacun va commencer à se remémorer les événements ayant eu lieu en Algérie et à remettre en question certaines actions comme l'abandon des Harkis à la fin de la guerre. Enfin, a lieu une phase d'hypermnésie et d'obsession mémorielle. Pendant cette période, le gouvernement français va commémorer les combattants avec l'installation de mémoriaux et entamer un processus de reconnaissance des faits. Cette reconnaissance des erreurs passées continue aujourd'hui. Emmanuel Macron a en effet reconnu l'implication des parachutistes français dans la torture et le meurtre d'opposants pendant la guerre et a déclassifié des documents secrets défense. La France a aussi agi pour réparer les erreurs qu'elle avait commises à la fin de la guerre en abandonnant beaucoup de Harkis qui avaient combattu avec l'armée française. Des dizaines de milliers de Harkis abandonnés en Algérie ont été massacrés et ceux accueillis en France ont dû vivre dans des conditions effroyables. La France, qui avait jusqu'alors ignoré les appels de détresse des Harkis, a tout de même fini par reconnaître leur statut d'anciens combattants. On revient de loin, car cette guerre elle était qualifiée d'événement d'Algérie jusqu'en 1998. Il aura donc fallu plus de 30 ans à la France pour faire reconnaître ces actes. Mais le gouvernement français fait des efforts pour se repentir. Le gouvernement algérien, qui a encore aujourd'hui quasiment le même parti politique que le FLN, a quant à lui admis à demi-mot que cette guerre de libération nationale comportait des zones d'ombre, ce qui fait que la guerre d'Algérie est devenue l'enjeu d'une bataille mémorielle entre la France et l'Algérie. De plus, cette partie de l'histoire est encore peu présente dans nos livres et il est assez complexe de trouver des témoignages à ce sujet. Pour conclure, on peut donc dire que cette guerre a permis à l'Algérie de devenir indépendante, même si cela s'est fait en dépit de la vie de milliers d'innocents et de soldats. Ce conflit reste donc l'un des passages les plus noirs de l'histoire de France. Malgré l'apaisement mémoriel et l'effort des gouvernements, il reste encore certains points sur lesquels il y a des désaccords, notamment la commémoration des accords d'Évian et la situation des Harkis. C'est donc la fin de ce reportage, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour un nouveau reportage sur Partez. Top!